ils se sont préparés pendant 4 ans. Sur le terrain, sur la piste, dans la piscine, à répéter sans cesse les mêmes mouvements. Les yeux fermés, ils s'imaginent. Le bruit du pistolet du starter, l'odeur de sueur sur le ring, le goût sucré de l'or ou celui, amer, du chocolat. Tous les jours, ils s'entraînent. Toutes les nuits, ils en rêvent. Bientôt viendra leur heure, leur moment, la récompense pour tous les efforts fournis. Bientôt viendront leurs Jeux Olympiques. Mais cette année, un climat glacial pèse sur le monde. Divisés, les hommes se font la guerre, la vraie, pas celle des stades. L'enjeu sportif est toutefois étudié. C'est une arme de choix, dont les dirigeants ne sauraient se priver. Des nuages noirs planent donc sur les Jeux Olympiques. Certains disent même qu'ils pourraient ne pas avoir lieu. Alors ils s'entraînent tout le jour, en espérant une éclaircie, mais cauchemardent toute la nuit, en se posant la grande question. Ira-t-on, ou n'ira-t-on pas, aux Jeux Olympiques de Moscou ? Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler, vous l'avez compris, des Jeux Olympiques de Moscou 1980, une Olympiade marquante car il s'agit de la première à avoir lieu dans un pays communiste, et parce qu'elle intervient dans une situation politique plutôt tendue. Les relations entre Américains et Soviétiques sont plus froides que jamais, et le sport est donc utilisé politiquement par les deux puissances comme arme de guerre indirecte, qui permet soit de briller, soit de discréditer son adversaire. C'est dans cette seconde optique que les Américains vont être à l'initiative d'une tentative de boycott des Jeux de Moscou, une initiative qui fera couler beaucoup d'encre et suscitera de nombreux débats. Si les athlètes se demandent s'ils iront ou non aux Jeux, et que les politiciens le décident, nous, dans cet épisode, on va tâcher dans un premier temps d'exposer un panorama large des causes menant à la proposition de boycott. Ensuite, dans une seconde partie, on discutera des arguments évoqués par les différents acteurs des sphères sportives et politiques en les remettant en cause. Enfin viendra le temps d'une troisième partie, c'est la première fois qu'on fait ça depuis la création de la chaîne, dans laquelle on reviendra sur le déroulement des Jeux Olympiques de 1980, avec quelques faits sportifs et anecdotes croustillantes à se mettre sous la dent. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors déjà, difficile de déterminer où commencer pour faire l'histoire de ces jeux, qui est profondément ancrée dans le conflit qui marque la deuxième partie du siècle, soit la guerre froide, ce conflit en deux blocs, entre deux idéologies. Le but du podcast, c'est pas de revenir en précision là-dessus, parce que ce serait trop long et certains le font beaucoup mieux que moi, mais on va essayer de revenir sur les parties qui nous intéressent à l'approche de l'année 1980 et qui ont une influence directe sur les Jeux de Moscou. Alors vous le savez, si vous avez un petit peu suivi vos cours d'histoire à l'école, la guerre froide, c'est un conflit qui a duré plus de 40 ans et qui connaît des hauts et des bas en termes d'intensité. On alterne entre des moments très chauds et des années un peu plus sereines et détendues. Au début des années 60 par exemple, les relations entre Américains et Soviétiques vivent des crises sans précédent, dont la crise des missiles de Cuba en 62. Jamais le conflit a été aussi près de devenir une guerre directe entre les deux superpuissances. Peut-être qu'on est allé trop loin. Les États-Unis et l'Union soviétique semblent gentiment prendre la mesure de la menace qui pèse sur eux à travers ce conflit. Une menace nucléaire qui serait vraiment destructrice pour l'humanité en général. Du coup, les années qui vont suivre, elles seront quand même moins intenses et surnommées communément la détente. Alors le mot est peut-être fort, faut pas non plus vous imaginer que Johnson et Brejnev, les deux chefs d'État, partent en vacances ensemble. Dans un premier temps d'ailleurs, la détente elle reste plutôt modérée. On dit qu'on se détend, mais sur plusieurs fronts, la guerre idéologique fait rage. Notamment au Vietnam, où les États-Unis s'enlisent durant les années 60, afin d'éviter un basculement de ce pays vers le communisme. On voit bien que le conflit reste encore assez chaud en Tchécoslovaquie, que les Soviétiques envahissent en 68 pour mettre fin au printemps de Prague, un ensemble de révoltes qui prône une libéralisation politique. En fait, on parle surtout de détente parce que la politique étrangère des deux puissances se base désormais plus sur un dialogue et moins sur l'intimidation et la menace nucléaire. Il y a beaucoup d'accords sur le désarmement nucléaire qui sont signés à cette période-là, et le dialogue nouveau est matérialisé à travers le téléphone rouge, qui est une ligne de communication directe entre Moscou et Washington, mise en place en 63. Dans un second temps, avec l'arrivée de Nixon à la Maison-Blanche en 69, les relations américano-soviétiques se détendent encore un peu plus. Le gouvernement américain se rabat sur ce qu'on appelle la Realpolitik, laissant peu à peu de côté la dimension idéologique du conflit, pour assurer plus concrètement une stabilité géopolitique internationale.
Cette phase de détente sans précédent est marquée par la proximité certaine entre les deux dirigeants, Nixon et Brejnev, qui s'entretiennent régulièrement l'un avec l'autre. Mais voilà, vous le savez, ça se détend, mais la guerre froide elle va quand même encore durer de nombreuses années. Au milieu des années 70, les tensions vont d'ailleurs remonter d'un cran. On parle d'un refroidissement des relations. Ça c'est dû notamment à un affaiblissement de la position occidentale après le fiasco de la guerre du Vietnam. Ça a coûté beaucoup économiquement, mais aussi en termes d'image pour les États-Unis. C'est aussi dû au scandale du Watergate, qui voit Nixon quitter la présidence en 1974. Brejnev a donc un peu perdu son meilleur ami, et ça se passera pas aussi bien avec son successeur Ford, qui instaure à nouveau une dimension idéologique en tentant de discréditer l'Union soviétique. Le conflit reprend donc de plus belle. On en reparlera plus tard, mais dans cette volonté de démarcation idéologique, le sport y joue un rôle symbolique super important, d'autant que les soviétiques et les américains ont obtenu l'organisation des 2 prochaines éditions des JO, Moscou 80 et Los Angeles 84. Alors vous inquiétez pas, on va parler un peu de sport, mais je pense qu'un peu plus de contextualisation est nécessaire pour aborder le sujet. Je fais vite. Breaking news. Massive Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan. Le 24 décembre 1979, les troupes soviétiques entrent en Afghanistan. On this day in 1979, the Soviet Union invaded Afghanistan. Et ouais, ils ont osé. Le 24 décembre 1979, soir de Noël, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan. C'est ça l'événement déclencheur du phénomène de boycott des Jeux de Moscou dont on va parler. Et c'est surtout un événement qui détériore de manière conséquente les relations entre Américains et Soviétiques. Laissez-moi vous expliquer, mais de manière assez brève quand même, pour pas que je me perde, et vous non plus. Je respire un bon coup, vous vous accrochez, et c'est parti pour la minute trop courte. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Là j'arrête ma montre. Mais le temps il continue. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. L'Afghanistan, pendant le début de la guerre froide, c'est une monarchie non alignée, donc dans aucun des deux blocs. Les Américains et les Soviétiques tentent donc d'y exercer leur influence. Ces pays non alignés, c'est un des enjeux majeurs de la guerre froide, dans plusieurs régions du monde. L'URSS aide donc militairement l'Afghanistan en formant des soldats pour garder le pays dans ses petits papiers. En 1973, après des années marquées par une famine, le peuple afghan est révolté, si bien que Mohamed Daoud Khan, le cousin du roi au pouvoir, en profite pour fomenter un coup d'état, renverser la monarchie et rétablir une république avec lui comme président. Mais ensuite, au fil des années, la politique de Daoud Khan devient de plus en plus autoritaire et répressive. Il élimine ses opposants notamment, ce qui est plutôt autoritaire et répressif. De plus, il prône des idées de plus en plus indépendantistes, ce qui plaît pas à l'URSS, qui continue de soutenir l'Afghanistan et souhaiterait y garder son influence. Tout cela mène, en avril 1978, à un nouveau coup d'état, cette fois-ci par les cadres militaires pro-communistes qui avaient été formés en URSS, et c'est la révolution de Saur. Deuxième renversement, mais c'est pas fini. Le nouveau gouvernement en place, aux idéaux communistes, amène des réformes sociales et de collectivisation, des terres par exemple. Le pays embrasse une économie communiste, et ça plaît pas à tout le monde. À l'intérieur du pays, les conservateurs islamiques s'opposent à ces réformes. Les tensions sont trop grandes, la guerre civile éclate fin 1978. Non, c'est trop court, j'ai pas fini. Cette guerre civile, entre un gouvernement pro-communiste et les Moudjahidines, donc les combattants islamiques, elle mènera en septembre 1979 à l'assassinat du président par Hafizullah Amin, qui deviendra par la suite lui-même président. Et voilà, troisième coup d'état. Et je me dépêche, on a presque terminé, mais devinez quoi, la prise de pouvoir par un leader anticommuniste, ça plaît pas à qui ? À l'Union soviétique, qui, la nuit du réveillon, le 24 décembre, va venir envahir l'Afghanistan pour essayer d'y rétablir son influence. Le président Amin est tué par les soviétiques et remplacé par Babrak Karmal, un pro-soviétique. Cependant, l'URSS n'arrivera jamais vraiment à dominer l'Afghanistan à cause de la forte résistance des Moudjahidines afghans et de leur soutien américain. Au final, les soviétiques se perdront en Afghanistan durant près de 10 ans. Voilà pour cette minute trop courte qui était vraiment trop courte pour le coup. Désolé, j'ai un peu dépassé, m'en voulez pas, mais j'ai essayé de résumer au maximum. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller vous renseigner un peu de votre côté. Je vous mets en lien notamment sur mon Instagram, un podcast de Radio France spécifiquement sur le sujet. Mais nous, on a encore du pain sur la planche, alors on continue, un peu moins vite quand même. On l'a rapidement évoqué en introduction, mais si on parle de cette invasion de l'Afghanistan en 1979, c'est pas juste pour le drama et les rebondissements hollywoodiens qu'elle nous apporte, mais bel et bien parce qu'il s'agira de l'élément déclencheur de la volonté de boycott des Jeux de Moscou 1980 par les États-Unis. Cette fois-ci, les Américains vont pas répondre à l'invasion soviétique par une escalade militaire, ce qui impliquerait leur entrée en Afghanistan et une guerre qui deviendrait chaude et destructrice. Bien sûr, ils vont soutenir via la CIA la résistance islamique afghane, comme on l'a dit, durant les années 80. Mais surtout, Jimmy Carter, le président américain depuis 1977, va mettre en place un certain nombre de mesures économiques pour mettre à mal les soviétiques. Un embargo sur les produits céréaliers notamment.
Et au-delà de ces mesures relativement conventionnelles, Carter va aussi tenter de discréditer son adversaire sur le plan international en utilisant la carte sportive, un atout symbolique de marque dans les relations internationales. Le 20 janvier 1980, il se positionne contre la participation des États-Unis et des pays de l'Ouest aux Jeux Olympiques de Moscou. Ni moi-même, ni le peuple américain ne soutiendra l'envoi d'une délégation américaine à Moscou tant que des troupes d'invasion soviétiques seront en Afghanistan. J'ai envoyé aujourd'hui un message au président du comité olympique américain pour lui exposer ma propre opinion. Sauf si les soviétiques retirent leurs troupes dans le mois qui vient, les JO devraient être retirés à Moscou, déplacés à un autre endroit, ou repoussés, ou annulés. À travers sa prise de parole, Carter pose donc un ultimatum aux dirigeants soviétiques et au président Brejnev, oui, qui est toujours là. S'il ne retire pas ses troupes d'Afghanistan dans le mois qui suit, les Américains ne se rendront pas aux Jeux de Moscou et entraîneraient dans leur sillage d'autres nations occidentales. Les Jeux pourraient même être déplacés, voire annulés. Et du coup, cet ultimatum, il fait mal aux soviétiques. D'une part, retirer les troupes d'Afghanistan, c'est pas une option. Ils perdraient alors toute leur influence dans la région, et ils perdraient aussi la face en se soumettant à un ordre des Américains. D'autre part, la non-participation des États-Unis, voire d'autres pays occidentaux, aux Jeux de Moscou, ça viendrait affaiblir la portée de ceux-ci, qui avaient été pensés pour montrer la grandeur de l'Union soviétique. À travers le sport, donc, il semblerait que Carter ait porté un coup de massue à Brejnev. Et cette utilisation du sport pour servir des desseins politiques, c'est pas quelque chose de nouveau. Que ce soit pour préparer les corps d'une nation aux défis de la guerre, ou pour renforcer l'identification nationale du peuple, c'est-à-dire son sentiment patriotique, les sports modernes ont souvent été instrumentalisés. Durant la guerre froide, le sport agit surtout comme outil symbolique à la quête de prestige. Les deux blocs utilisent le sport comme témoin de leur grandeur, afin de montrer la supériorité de leur idéologie sur l'autre, la suprématie de l'American Way of Life ou du mode de vie soviétique. Excusez-moi, je sais pas comment on dit ça en russe. Les stades, les gymnases, les patinoires deviennent donc des lieux privilégiés d'une guerre sportive symbolique, des champs de bataille réglementés. On a d'ailleurs dans l'histoire du sport des nombreux exemples d'affrontements mythiques entre Américains et Soviétiques, aux Jeux Olympiques notamment, depuis l'entrée en lice de l'URSS à Helsinki en 1952. Plus que le simple enjeu sportif, ces oppositions elles revêtaient un réel enjeu politique. On peut citer la finale de la compétition de basketball aux Jeux de Munich en 1972, qui se solde par une victoire frauduleuse des Soviétiques, ou encore le miracle sur glace en 1980 aux Jeux d'hiver de Lake Placid, où les USA battent au hockey la presque invincible équipe soviétique 6 mois seulement avant les Jeux de Moscou. En plus de ces affrontements directs restés dans les annales, on note une concurrence olympique indirecte qui est quantifiée par le tableau des médailles. Chaque 4 ans, ce tableau représente un enjeu majeur pour Américains et Soviétiques. Quel pays dominera l'autre ? L'enjeu de la réponse à cette question, il est tellement grand qu'il va pousser les deux superpuissances sportives à adopter des stratégies de performance plus que limites et qui divergent de l'image qu'on se fait des valeurs sportives. Les cas de dopage, de pression psychologique sur les athlètes vont ainsi se multiplier, des deux côtés du rideau de fer tout au long de la guerre froide. Mais j'en dis pas trop sur le sujet, ces thématiques, les relations sportives entre Est et Ouest durant la guerre froide, les affrontements mythiques dont j'ai parlé, les dérives occasionnées, ce sera sûrement le sujet d'un prochain épisode. Je vous invite donc fortement à vous abonner pour ne rien rater si c'est quelque chose qui vous intéresse, et même si ça vous intéresse pas en fait. C'est fait ? Alors continuons. En plus de l'acquisition de prestige symbolique par les résultats sportifs, les nations peuvent aussi en acquérir par l'organisation de grands événements sportifs, qui peuvent s'avérer être des vitrines d'exception pour un pays. C'est là un sujet qui est pas mal mis en avant récemment, avec l'apparition de nouveaux acteurs sur la scène sportive internationale, notamment les pays du Golfe, qui cherchent à améliorer leur image internationale par le sport. Plus que par les résultats, leur stratégie c'est plutôt d'organiser des grands événements sportifs, comme la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar, qui en est le plus clair exemple. Même si on en parle donc beaucoup récemment, cette stratégie elle a pourtant rien de nouveau. Déjà à l'entre-deux-guerres, Mussolini construisait des stades gigantesques pour accueillir la Coupe du Monde 34 et montrer ses muscles au monde. Hitler fera de même 2 ans plus tard en organisant les Jeux nazis, alimentant sa propagande pour montrer la suprématie de son idéologie. Si on en revient à nos moutons, à nos papillons. C'est en 1974 que Moscou est désignée comme ville hôte pour les Jeux de 80. Elle domine Los Angeles lors du scrutin. C'est la première fois qu'un pays communiste accueillera un événement sportif de cette ampleur. Ça résulte d'une volonté du CIO de s'étendre en intégrant de plus en plus de pays de l'Est dans la sphère sportive internationale. Cette volonté, elle s'inscrit dans la lignée de l'idée globale de la détente, essayer de faire coexister les deux blocs en quelque sorte. De plus, il faut le dire, le dossier de Moscou, il est plus que solide.
La ville possède des infrastructures sportives presque sans égales dans le monde, et il est prévu que de nombreuses rénovations soient faites d'ici 80 pour faire de ces Jeux un grand spectacle. Les soviétiques souhaitent que les Jeux soient une vitrine du système communiste pour accroître la légitimité de l'URSS aux yeux de l'international. L'Est veut montrer de quoi il est capable au monde. Pour ce faire, les investissements seront grands. Si les organisateurs admettent des dépenses se montant à 3 milliards de dollars pour les Jeux, des experts internationaux estiment la somme plus proche des 9 milliards. Des montants astronomiques donc qui sont investis par l'État pour le rayonnement symbolique de l'URSS. Des montants qui d'ailleurs contrastent avec une économie soviétique à la peine dans les années 70 et qui contrastent aussi malheureusement avec les conditions de vie de la majorité des 250 millions d'habitants de l'Union. On peut donc imaginer la frustration du Kremlin en apprenant que ces Jeux, dans lesquels ils ont placé tant d'espoir et d'investissement, seront peut-être boycottés par la moitié des pays du globe. Mais de l'autre côté, à Washington, on peut aussi comprendre l'indignation de Carter face à l'invasion de l'Afghanistan, qui est contraire aux droits de l'homme, auquel le président américain se dit très attaché. Moralement, il peut pas accepter ces Jeux, qui seraient selon lui l'équivalent d'une approbation de la politique d'invasion de l'URSS. C'est tout naturellement donc qu'il appelle au boycottage des Jeux de Moscou. Et il a totalement raison en même temps. Ces méchants soviétiques qui attaquent l'Afghanistan et qui veulent en plus accueillir les Jeux pour montrer la grandeur de l'Est, c'est pas possible. Carter, lui, il s'en fout d'utiliser le sport dans son intérêt. Il se dresse juste en défenseur suprême de la liberté et des droits de l'homme. Pas si vite. Il me faut encore éclaircir une ou deux zones d'ombre pour bien tout comprendre. Et si l'appel au boycott du président Carter n'était pas simplement une réaction à l'invasion de l'Afghanistan, et si c'était plutôt un plan bien pensé par les Américains depuis plusieurs mois? Non, ça semble pas possible. Et pourtant si. Et je parle pas là de théorie complotiste, mais de faits avérés. Pour m'expliquer, laissez-moi vous présenter un homme de l'ombre, Zbigniew Brzezinski, qui, comme son nom l'indique, est américain, raté, et même conseiller à la sécurité nationale du gouvernement Carter. Dans une fameuse interview, donnée à Vincent Jauvert pour le Nouvel Observateur en 1998, il déclare: Selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidines a débuté courant 1980, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais la réalité, gardée secrète jusqu'à présent, est tout autre. C'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques. Nous n'avons pas poussé les Russes à intervenir, mais nous avons sciemment augmenté la probabilité qu'ils le fassent. Alors là, ça devient vraiment difficile à comprendre. On disait tout à l'heure que Carter condamnait fermement l'invasion de l'Afghanistan, contraire au droit international. Pourtant, on apprend maintenant, grâce à Brzezinski, que Carter aurait poussé les soviétiques à agir en finançant l'opposition afghane. Pourquoi ? Deux raisons principales peuvent être avancées. Primo, comme évoqué plus tôt, la période de la détente a vu les soviétiques refaire leur retard sur les Américains. Ces derniers ont donc envie et même besoin de réaffirmer leur domination en portant un coup dur à leur adversaire. À cet effet, l'Afghanistan permettra aux Américains de jeter l'opprobre international sur l'URSS en dénonçant sa politique d'invasion. De plus, le conflit afghan, vu comme difficile à résoudre, devrait mener les soviétiques à se perdre. Brzezinski l'affirme. Cette opération secrète était une excellente idée. Elle a eu pour effet d'attirer les Russes dans le piège afghan. Le jour où les soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j'ai écrit au président Carter. Nous avons maintenant l'occasion de donner à l'URSS sa guerre du Vietnam. Et force est de constater qu'ils se trompent pas. Les soviétiques ne trouveront jamais la solution en Afghanistan et s'enfonceront jusqu'à ne plus pouvoir s'en sortir. Deuxio, puisqu'il y a un deuxio après le primo, cette affaire tombe à pic pour Carter. En effet, 1980, c'est une année électorale et il espère bien renouveler son mandat. Bémol, il a pas trop la cote auprès de l'opinion publique à cause de sa difficile gestion de la crise des otages en Iran, où il y a 52 diplomates américains qui sont retenus. Il espère que l'affaire afghane fera de l'ombre à ses difficultés iraniennes, pour reconquérir le cœur des Américains et être réélu. Spoiler, ça marchera pas super bien, Ronald Reagan sera élu à la fin de l'année, sur des fonds de manigance aussi, mais bref, ça c'est pas le sujet, même si c'est super intéressant. Ce sont donc ces deux raisons qui ont poussé les Américains à favoriser l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques
pour mieux pouvoir les dénoncer par la suite. Et dans cette optique, l'appel au boycottage des Jeux de Moscou, ça devrait permettre de discréditer encore plus l'URSS et de souder le bloc occidental contre celle-ci. En outre, il y a aussi un intérêt sportif à ce boycott. Sportivement aussi, ça fait plusieurs années que les Américains y voient leur hégémonie contestée. Au niveau des résultats, ils parviennent plus à rivaliser avec les Soviétiques. Aussi, depuis que l'Américain Avery Brundage a quitté son poste de président du CIO en 1972, les États-Unis voient leur rôle réduit dans le processus décisionnel olympique. En témoigne cette attribution des Jeux de 80 à l'ennemi. Voilà, on arrive au terme de cette partie initiale qui faisait office de contextualisation et qui a mis en lumière les multiples raisons qui ont mené le président Carter à s'opposer à la participation américaine aux Jeux de Moscou le 20 janvier 1980. Il reste maintenant 6 mois avant la cérémonie d'ouverture, 6 mois de débats houleux entre les différents acteurs des sphères politiques et sportives sur la participation ou non aux Jeux. 6 mois dont on va parler dans une seconde partie d'épisode, juste après une petite pause. Si vous le souhaitez, comme d'habitude, vous pouvez retrouver la playlist de l'épisode en description. Du Queen, du Bob Marley, du George Benson, France Gall, des tubes de l'année 1980 qui vous permettront de bien vous mettre dans le bain avant de repartir pour un tour. Sportivement vôtre, à tout de suite.